Imagine que toute votre vie, on vous a dit que le destin de votre vie est écrit, que vous ne pouvez pas échapper à l'ombre de votre famille. Akemitsu, Akegami. En est certain, il ne veut pas suivre les traces de son père volage. Sa seule solution est de s'éloigner de tout, de se réfugier dans la sérénité d'un temple religieux et de vivre une vie disciplinée et solitaire. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le temple Mikazuki soit habité uniquement par des femmes, chacune plus particulière que l'autre. Ce qui semblait être une retraite spirituelle se transforme en un tourbillon inattendu d'imbroglio, de tentation vers le mal, vous voyez ce que je veux dire, et de moments imprévus. Akemitsu pourra-t-il rester ferme dans sa décision? Nous verrons bien, alors accompagnez-moi dans ce voyage. Akemitsu Akegami grandit sous l'influence de son père, un homme qui lui inculque l'idée qu'il est préférable d'avoir plusieurs partenaires plutôt qu'un seul. Dès son plus jeune âge, il entend des comparaisons entre les relations intimes et l'amitié, jusqu'à ce que son père l'abandonne. Durant son enfance, il admire son géniteur sans comprendre entièrement ses actions. À l'adolescence, il développe une forte fascination pour le corps féminin, bien que l'abandon de son père lui laisse une empreinte profonde. Étant étiqueté et nommé pour porter le même nom de famille, pour éviter de suivre le même chemin, il s'impose la règle de se tenir à l'écart des femmes. Il refuse les invitations de ses amis à des réunions sociales où il pourrait rencontrer quelqu'un et se concentre sur ses études. Son objectif est de réussir les examens d'entrée pour s'assurer une stabilité économique, en travaillant dans un commerce avec des horaires rotatifs et inconfortables. En marchant dans la rue, il réfléchit à son avenir et renforce sa détermination à éviter toute relation sentimentale. Cependant, une femme laisse tomber accidentellement un énorme sac de riz sur lui. En la voyant, il ressent une attraction immédiate et en est complètement captivé. Une petite femme, mince mais d'une grande force, l'aide à se relever, s'excusant pour le désordre. Effrayé par ses propres impulsions, il s'enfuit chez lui, craignant de céder aux désirs terrestres. Les jours suivants, l'image de la femme ne disparaît pas de son esprit. Son obsession le conduit à négliger ses études, examens et cours. Il assiste à des fêtes avec des amis, au karaoké et à des rendez-vous de groupe, perdant le contrôle de ses décisions. Incapable de gérer la situation, il prend une décision drastique, abandonner sa vie séculière et devenir moine. Il monte dans un train, chemin recommandé par son oncle, religieux, qui l'aidera à trouver un temple où il pourra commencer sa nouvelle vie. À son arrivée au temple, il est surpris d'être accueilli par la même femme qui a provoqué sa décision. Son attirance pour elle reste intacte face à la beauté de la femme mince aux cheveux violets et aux lignes tressées qui s'excuse pour le mauvais accueil et le manque de décorum. Dans un élan irrépressible, il lui propose le mariage. La jeune femme, en plein préparatif pour un mariage arrangé, suppose qu'Akemitsu est son fiancé. Cependant, après avoir consulté sa mère, elle découvre la véritable identité du nouvel arrivant. Ce n'est pas le fiancé, ce qui déclenche une série de confusions et de tensions perturbant l'ordre du lieu. Entre coups et coups de pied, la jeune femme se défend du pervers. Le temple, qui est devenu un couvent de femmes, n'est pas le lieu qu'Akemitsu attendait. Habité uniquement par des jeunes filles, d'une grande beauté et aux caractéristiques très variées, chacune avec des compétences qui les distinguent, son oncle ignorait ce changement. Ce qui complique encore plus la situation. Malgré le chaos, les femmes du couvent lui proposent de rester, de s'y loger. En échange d'aider avec les travaux manuels, la chef remarque qu'il n'est pas un homme ordinaire. Lui, se sentant responsable des problèmes qu'il a causés, refuse l'offre et décide de partir. À la gare, il découvre que le dernier train est parti. Alors, la femme qui l'a captivé s'approche et lui dit qu'elle savait déjà qu'il ne pourrait pas partir à cause de la grande distance avec la ville. Elle lui propose de le ramener au temple car c'est un endroit vaste et spacieux. Et en se remémorant la proposition de mariage qu'elle avait faite, chose très précipitée après leur deuxième rencontre, en se souvenant de l'accident du riz, ils partagent une conversation pendant le trajet où ils commencent à mieux se connaître. Elle se présente comme Aoba, Yusuki, et en entendant le nom de famille d'Akemitsu, son expression change. De retour au temple, les femmes l'informent du passé de son père. Il découvre qu'il a volé de l'argent du temple avant de disparaître. En conséquence, les filles lui annoncent qu'il doit rembourser la dette par ses propres efforts. La situation prend un tournant inattendu alors qu'il fait face à sa nouvelle réalité. Habiter un temple avec 5 jeunes femmes de différents âges et de caractères forts alors que Mitsus reste au temple.
Après la déclaration de Yusuki, qui précise qu'il doit travailler là jusqu'à ce que sa dette soit remboursée, la majorité des femmes ne sont pas d'accord avec sa décision. Mais Yusuki, avec sa force et sa persistance, fait taire les réclamations et maintient sa position, ce qui fait que l'homme l'admire encore. Plus. Kiki, avec les autres résidentes, élabore un plan pour se débarrasser de lui, observant que Yuzuki et Akemitsu s'entendent bien car elle voit que le temple a besoin d'argent et de travaux de maintenance. Pour cela, elle convainc toute Tsukuyo de le séduire, car elle est la plus attirante des jeunes filles, et de le faire partir de son propre chef. Le lendemain, Akemitsu se lève tôt, nettoie les couloirs et balaye toutes les galeries tout en préparant le petit déjeuner. Yusuki apparaît, échevelée, venant de se lever, en commentant qu'elle est chargée de faire sonner les cloches pour réveiller tout le monde, et cette petite distraction perturbe énormément notre protagoniste et son attirance pour la jeune fille. Les jeunes filles se réunissent pour déguster les aliments et découvrent une nourriture délicieuse. Jamais goûtée auparavant, et elles commencent à ressentir des regrets si elles réussissent leur objectif. Tsukuyo met en marche la première partie du plan, avec ses atouts. Elle le distrait pour qu'il fasse tout ce qu'elle lui demande. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Akemitsu maintient sa posture de respect et réalise toutes les tâches d'esclave qu'elle lui demande, même avec l'uniforme d'été qu'elle lui a donné à porter en plein changement de saison. En automne, en cours de processus, la jeune fille lui demande de s'entraîner sous un courant d'eau froide, pour progresser dans ses tâches et sa résistance. À cela, le garçon le prend bien car cela améliore sa concentration en révélant sa faiblesse. Yusuki, habillée en uniforme scolaire. Plus tard, Tsukuyo profite d'un moment dans la salle de bain pour s'approcher d'Akemitsu. Bien qu'elle essaie de le séduire avec ses courbes, la belle blonde, il résiste. La jeune fille, se sentant mal à l'aise, avance avec la situation. Cependant, un accident presque se produit, et dans le processus pour l'éviter, il se retrouve dans une position compromettante où la jeune fille et le garçon s'embrassent. Juste à cet instant, Yusuki apparaît et assiste à la scène, mal interprétant la situation. Sans lui donner l'opportunité de s'expliquer, elle lui exige de quitter le temple. Honteux, Akemitsu quitte les lieux. Les femmes célèbrent son départ, tandis que Tsukuyo se sent coupable de ce qui s'est passé. Incapable d'ignorer son remords, elle se rend dans la chambre de Yusuki, qui découvre la conspiration pour l'expulser. Et elle discute de voir en Akemitsu la frustration et le désir de rembourser les dettes qu'il a envers le monastère. Toutes deux décident de le ramener, Akemitsu avec le poids d'avoir volé un baiser à l'une des sœurs Tsukuyo. Il cherche la police pour se livrer, qui lui claque la porte au nez pour cet acte. Le jeune homme se retire dans l'appartement qu'il habitait et le propriétaire l'a déjà loué, le laissant dans la rue sans ses affaires et seul. Sous un pont et sous la pluie, Akemitsu se souvient de la belle Yusuki, qui est restée au temple avec ses sœurs. À sa surprise, la jeune fille apparaît trempée par l'eau avec sa sœur Tsukuyo, expliquant qu'il est parti sans leur parler à cause de la situation. Et elle lui présente ses excuses pour le malentendu dans la salle de bain. Et ensemble, elle lui demande de revenir au temple où il apprendra à atteindre l'illumination guidée par ses habitants et Tsukuyo lui remet une note rappelant qu'il a pris son premier baiser. De retour au temple, Kagura mentionne le passé de Yuzuki et sa réputation de personne naïve et très confiante. Kagura, la troisième fille de la famille, petite en apparence et au regard doux, avec des cheveux violets dégradés en rose se fondant en de belles pointes, accompagnée de son animal de compagnie, un adorable petit chat blanc aux oreilles noires, sans s'en rendre compte, Akemitsu exprime à haute voix son désir d'en savoir plus sur elle. Kagura accompagne notre jeune homme pour préparer le dîner, car l'heure est venue et elle veut que toutes les femmes mangent leur repas. La petite interroge l'homme sur son intérêt pour sa sœur et, en essayant de l'aider, Kagura le pousse accidentellement dans la salle de bain où Yusuki et Tsukuyo sont en train de se doucher. La situation le laisse complètement embarrassé car les jeunes femmes étaient peu vêtues et la scène le fait presque s'évanouir. Yusuki ordonne à Kagura d'arrêter de le déranger avec ses provocations, connaissant la ruse et l'astuce de sa petite sœur. En terminant la journée, nous avons la quatrième femme avec des couettes sur les côtés et ses cheveux fins. Blond, criant qu'en le laissant vivre sur place, le temple tombera en disgrâce. Ce à quoi personne ne prête attention. Mia, une jeune fille avec des couettes sur les côtés et des cheveux, blondes, défie Akemitsu à un duel avec une condition extrême. S'il perd, il sera castré. Étonnamment, cela ne semble pas le perturber. L'affrontement se décide par un combat de sabres japonais, ce qui amène à se demander si c'est la perception étrangère de la culture nippone. Akemitsu dit au revoir aux plus jeunes des filles, Yuzuki, Tsukuyo, et la petite Kagura, qui partent à l'école en lui souhaitant bonne chance pour le combat, tandis que Mia se prépare avec ses bandages pour la
Bataille. L'homme essaie de régler les choses sans le combat, mais l'entêtement de la jeune femme les pousse à se battre. Miya se lance à l'attaque, Akemitsu comprend qu'il n'a pas besoin d'une arme pour se défendre et choisit d'utiliser ses propres mains, évitant de blesser la belle femme. Cependant, le sarashi de Miya commence à se desserrer et, en essayant de le retenir, il finit par attraper accidentellement la poitrine de Miya. Honteuse, elle perd le duel et se retrouve soumise à la punition établie. Kagura, la dernière jeune femme qui habite le temple, une femme grande et mince avec ses cheveux rouges et une tresse sur le côté, de caractère calme, propose un livre de pénitence comme punition, car elle n'avait pas eu l'option de choisir. Si Miya perdait le défi, Akemitsu, sans intention de créer des malentendus, exprime son intérêt pour le livre, mais Miya interprète ses paroles de manière erronée et s'enfuit complètement rougissante, croyant que le sujet est un pervers. Plus tard cette nuit-là, elle s'infiltre dans sa chambre avec l'intention de rembourser sa dette envers le jeune homme et dans le processus, elle essaie de l'étouffer avec sa poitrine, décidée à se venger. Akemitsu, encore à moitié endormi, croit rêver jusqu'à ce que Kagura entre dans la chambre avec une caméra et commence à filmer la scène. Miya, mortifiée, s'enfuit à nouveau vers l'entrepôt du temple pour passer la nuit. Loin de tout le monde, elle y trouve Akemitsu, qui souhaite clarifier les malentendus et prouver qu'il n'est pas un pervers. Mais ils sont enfermés par Kagura dans la chambre. Au fur et à mesure que la nuit avance, la température commence à descendre. Akemitsu essaie d'offrir une couverture à Miya, mais elle réagit avec méfiance, inquiète que toute proximité puisse provoquer une quelconque réaction chez lui. La situation déclenche un souvenir de son enfance. Né dans une famille de grand prestige, ses parents lui ont inculqué la croyance que la famille devait s'entourer uniquement de personnes attirantes. Ne comprenant pas à l'époque la connotation de ces mots, Miya a pris sur elle de trouver 100 amants, ce qui a conduit les gens autour d'elle à l'éviter. Son isolement était tel qu'elle n'avait pas d'amis jusqu'à ce qu'elle rencontre Kagura, qui, malgré sa personnalité particulière, est devenue sa seule compagnie. Finalement, Kagura a suggéré de déménager au Japon, attiré par la popularité croissante du bouddhisme zen. Avec la possibilité de vivre dans un couvent exclusivement féminin et éloigné du poids de son nom de famille, Miya a vu dans cette idée une opportunité de recommencer à zéro. Tout se passait comme prévu, jusqu'à l'arrivée d'Akemitsu. De retour dans la chambre, Miya reconnaît qu'Akemitsu n'est pas responsable de sa situation et prend la décision de partir lorsqu'ils sortiront de cet état d'enfermement. Cependant, elle est surprise de le voir pleurer après avoir entendu son histoire. Il partage également son propre passé, ce qui la fait pleurer par empathie. Tous deux parviennent à un accord pour s'entraider mutuellement. En route vers l'illumination, à ce moment-là, Kagura ouvre la porte et suggère de continuer la pénitence jusqu'à l'aube. Avec l'arrivée du jour, Yusuki s'approche de Kagura, intrigué par son enregistrement. La façon dont il l'exprime donne l'impression qu'ils ont fait quelque chose de compromettant, alors qu'en réalité, ils ont passé la nuit à jouer au Twister, épuisés mais heureux d'avoir accompli leur pénitence. Les frictions pendant le jeu ont généré une certaine gêne, ce qui amène à questionner la résistance de Yusuki dans des situations similaires, comme on pouvait s'y attendre. Akemitsu est à nouveau puni. L'ambiance change lorsque Kiki rappelle à Yusuki son engagement dans un mariage arrangé. Akemitsu se dépêche de l'aider pour qu'elle puisse prendre le bus à temps et rencontrer son fiancé. Pendant le trajet, elle explique qu'en l'absence d'un leader masculin au temple, les résidentes risquent d'être expulsées. Grâce à Kiki, elles ont réussi à prolonger leur séjour, mais la situation reste incertaine. Le mariage arrangé représente la seule option viable pour garantir le maintien au temple, et Yusuki affirme qu'elle le fait de son propre gré. Malgré leurs efforts, ils ratent le bus. Un passant leur prête un scooter, mais celui-ci tombe en panne d'essence avant qu'ils ne puissent atteindre leur destination. Au milieu de la confusion, ils montent par erreur dans un camion. Croyant qu'il s'agit d'un autre bus, Yusuki commence à se résigner à son sort, mais Akemitsu refuse d'abandonner. Profitant d'un feu rouge, ils décident tous les deux de descendre et de prendre le contrôle du camion pour arriver à temps. Étonnamment, Akemitsu démontre des compétences inattendues pour le conduire, ce qui lui permet de progresser avec détermination vers leur objectif. Le chemin s'avère accidenté, mais ils parviennent finalement à se rapprocher de leur destination. Yusuki exprime sa gratitude pour l'aide d'Akemitsu, bien qu'il maintienne sa détermination à accomplir son devoir. À leur arrivée sur le lieu de la rencontre, la conversation avec son possible fiancé s'avère tendue. La pression familiale et la responsabilité qu'implique le mariage pèsent sur elle, mais la présence d'Akemitsu la pousse à réfléchir à ses véritables désirs. Akemitsu détourne un camion et accélère pour arriver à destination. Mais au milieu de la situation, il se demande s'il doit vraiment le crasher,
Cependant, il le fait juste avant une importante réunion de mariage devant le temple du fiancé. Après cet incident, Yusuke s'éloigne du lieu en remerciant d'être arrivé avec l'aide d'Akemitsu et, en son absence, une nonne se présente et oblige Akemitsu à travailler sur les terrains du temple. Cette nonne, qui semble être une figure autoritaire, ne donne pas beaucoup d'explications. Mais son attitude dominante oblige Akemitsu à réaliser diverses tâches qui, au départ, ne semblent pas avoir beaucoup de sens. Dans un tournant inattendu, Yusuke rencontre Ohanjoy. Au début, il semble que la conversation qu'ils entament est un ton cordial, mais rapidement, la présence d'Akemitsu commence à générer de l'inconfort chez Yusuke. Sa proximité la rend nerveuse, ce qui est évident pour les personnes présentes. Cependant, la véritable surprise arrive lorsque la nonne, en apprenant qu'Akemitsu n'était pas un moine, devient nerveuse. Elle est malade, elle prend une décision encore plus drastique. Elle oblige Akemitsu à prendre la place de marieur et à effectuer le travail qu'elle-même ne peut pas accomplir en raison de son état. De cette manière, Akemitsu, sans aucune préparation ni le désir d'être dans ce rôle, assume un rôle complètement étranger à sa nature. Tout cela sur ordre de la nonne. Bien qu'au début, Akemitsu semble être une personne fiable pour effectuer ce type de travail, la réalité est qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. Chaque question qu'il pose à Juan et chaque réponse que Juan offre ne sert qu'à révéler de plus en plus les intentions. Moins noble d'Akemitsu, car il imagine la jeune fille en situation de faiblesse entre les mains de Juan. Tout au long de la conversation, on remarque qu'Akemitsu est distrait et pour des raisons perverses, son esprit. Il ne cesse de penser à Yusuke. Chaque fois qu'elle apparaît dans sa tête, il semble que son jugement s'obscurcit. Cela ne passe pas inaperçu pour Juan, qui commence à remarquer le manque de sérieux d'Akemitsu. Ce moment, bien que tendu, introduit une couche supplémentaire de fanservice avec les références constantes à la silhouette de Yusuke et les pensées d'Akemitsu. À son sujet, elle contribue à créer une ambiance légèrement comique, mais chargée d'insinuations, la protection de l'amitié et de la proximité que partagent les personnes du temple de Yusuke. Ce qui se passe ensuite est fondamental pour comprendre la personnalité des personnages. Juan, en se rendant compte de l'honnêteté d'Akemitsu, rappelle à Yusuke l'importance de ne pas mentir. Ce rappel a un impact significatif sur Yusuke qui, en réfléchissant aux enseignements qu'elle a reçus dans sa jeunesse, décide qu'elle n'a pas l'intention de se marier. La résolution de Yusuke d'être sincère avec Juan reflète un changement dans la dynamique entre les personnages, car elle montre clairement qu'elle n'est pas disposée à suivre le jeu que les autres ont essayé de lui imposer. Dans un flashback, on nous montre une conversation avec Kiki qui suggère que le mieux serait de feindre un engagement puis de l'annuler, une stratégie qui ressemble plus à une arnaque qu'à une véritable solution. Ce plan, bien qu'élaboré, n'est pas quelque chose que Yusuke souhaite réaliser, même si cela provoque la séparation et la fermeture de son temple, ce qui l'a amené à être à cet endroit. Elle préfère être honnête et faire face aux conséquences, même si celles-ci peuvent être négatives. Ce qui suit est une explication de Yusuke à Hohan sur la situation difficile dans laquelle se trouve le temple. Désespéré de trouver une issue, Akemitsu, dans un moment de confusion, en vient à envisager la possibilité de faire seppuku, un acte symbolique qui reflèterait son désir d'assumer toute la culpabilité et la responsabilité de l'état dans lequel se trouve le temple. Ce contraste extrême dans l'attitude d'Akemitsu, qui, à un moment donné, semble ne pas avoir le contrôle de lui-même, montre jusqu'où il est prêt à aller pour racheter ses actions. Face à ce désir désespéré d'Akemitsu d'assumer la culpabilité, Juan fait une suggestion inattendue, fermer le temple pour éviter d'autres problèmes. Cette idée, bien que radicale, se présente comme une solution possible. Akemitsu, cependant, n'est pas prêt à abandonner si facilement, et il supplie Juan de reconsidérer. Au lieu de prendre une décision rapide, Juan commence à poser une série de questions hypothétiques à Akemitsu, mettant à l'épreuve sa détermination et son engagement. Ces questions, bien qu'elles semblent être un simple exercice, ont en réalité un but plus profond, évaluer si Akemitsu est vraiment prêt à aller de l'avant avec ses promesses et ses sacrifices. Akemitsu, après un moment de réflexion, répond avec conviction aux questions de Juan, affirmant qu'il soutiendra Yusuke dans tout ce qui est nécessaire, quelles que soient les circonstances. L'intensité de sa déclaration met en évidence sa dévotion et son désir de protéger Yusuke, même s'il ne le fait pas toujours de la manière la plus appropriée. Juan, impressionné par la sincérité d'Akemitsu, accepte finalement de s'impliquer dans l'engagement, mais à une condition, seulement si Akemitsu et Yusuke peuvent démontrer qu'ils sont capables de répondre aux attentes qui leur sont imposées. Plus tard, Juan converse avec la nonne.
Juan semble être contrarié par le fait qu'il n'ait pas réussi à convaincre Yusuki de fermer le temple comme il était censé le faire. Juan, pour sa part, défend sa décision en mentionnant que la raison pour laquelle il s'est impliqué dans cette affaire est la curiosité qu'Akemitsu a éveillée en lui, qu'il considère comme un garçon intéressant. Cet intérêt de Juan pour Akemitsu est quelque chose qui ne peut être caché et il semble que la nonne le remarque aussi car elle mentionne qu'elle est consciente des intentions de Juan. Bien qu'elle ne soit pas contente de son implication, étant donné qu'il n'y a ni train, ni bus, ni taxi disponible à cette heure tardive, sans batterie, le téléphone de Yusuki, Akemitsu. Voyant que la jeune fille est fatiguée par la journée ardue, ils sont obligés de chercher un autre endroit où passer la nuit. Finalement, ils se voient dans la nécessité de s'arrêter dans un hôtel. La situation qui se crée à l'hôtel met à l'épreuve la capacité d'Akemitsu à résister à ses désirs. Car, bien qu'il essaie de résister à ses impulsions, il se retrouve bientôt à réserver une chambre. À ce stade, l'atmosphère devient encore plus tendue, surtout lorsque Yusuki commence à dire des choses qui semblent seulement alimenter la libido d'Akemitsu. Cela crée une situation à la fois inconfortable et comique car il se retrouve piégé dans ses propres pensées et désirs. Quand la jeune fille sort un catalogue de costumes ou souhaite regarder un film inapproprié. Pendant ce temps, Akemitsu se trouve dans la salle de bain, plongé dans ses pensées, déterminé à protéger la jeune fille, il gardera sa raison et avancera. Yusuki, de manière inattendue, commence à regarder un film explicite. Cet acte déroute complètement Akemitsu, qui ne sait pas comment réagir face à cette situation. Alors qu'il réfléchit à ce qui se passe, ses pensées se divisent entre son côté angélique et son côté démoniaque. Les deux côtés de lui désirent Yusuki, mais il se rend compte que ce désir ne fait que compliquer encore plus les choses. Ce conflit interne d'Akemitsu est une manifestation de ses émotions contradictoires, ce qui en fait un personnage complexe et plein de nuances. Quand Yusuki est dans la salle de bain, elle envisage la situation au temple devant Juan. Et comme Akemitsu a accepté tous les termes et conditions, donnant les idées d'appartenance et de valeur qu'elle a pour le sujet, lorsqu'elle termine son bain, elle se retrouve face à une image étrange. Akemitsu est attaché à un appareil sadomasochiste. Il croit que cette action, pour une raison quelconque, la gardera en sécurité. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que cela ne fasse pas du tout rire Yusuki. Elle, ne comprenant pas les intentions d'Akemitsu, lui bande les yeux et va se coucher, le laissant seul dans une situation difficile. Encore plus inconfortable. Finalement, la porte reste ouverte pour que, si Akemitsu a besoin d'aller aux toilettes, il puisse le faire facilement. La situation se résout de manière comique, mais elle reflète également la tension entre les personnages et les conflits internes qu'ils éprouvent. Yusuki explique à Tsukuyo ce qui s'est passé la nuit précédente, à savoir qu'elle est tombée en panne de batterie sur son téléphone et a cherché où passer la nuit avec Akemitsu, et elle le précise bien, il ne s'est rien passé à l'hôtel de l'amour. Tsukuyo cependant n'est pas si tranquille avec cette affaire. Elle lui avertit que pour le bien de toutes les deux, elles ne doivent pas laisser leurs camarades de classe découvrir qu'Akemitsu vit avec elle. Yusuki, complètement détendu, ne voit pas le problème. Mais Tsukuyo, avec son attitude protectrice, se sent obligée d'insister et de poser ses limites. Elle n'est pas prête à laisser les choses se compliquer inutilement, alors elle avertit fermement de faire attention avec cette information. La journée continue, et en classe, les amis de Tsukuyo n'arrêtent pas de se taquiner à propos du supposé petit ami de Tsukuyo. Petit ami? Quel petit ami? Se demande-t-elle, confuse. Mais ses amis n'ont pas l'intention de la laisser tranquille, car ils n'oublient pas le moment où ils l'ont vue embrasser quelqu'un sous un pont. Tsukuyo essaie de clarifier la situation, disant que cette fois-là, elle ne faisait que chuchoter quelque chose à l'oreille, mais chaque fois qu'elle le fait, elle est sur le point de révéler quelque chose qu'elle ne devrait pas, mettant tout en danger. Juste à ce moment-là, la situation se complique encore plus lorsque Akemitsu, vêtu des habits du temple, apparaît pour lui remettre son déjeuner oublié. Quel moment? Tsukuyo, un peu perturbée, le met immédiatement KO. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas le voir, c'est juste qu'elle sait que la présence d'Akemitsu pourrait rendre les choses encore plus compliquées. Elle le conduit rapidement à l'infirmerie, essayant d'éviter qu'il ne cause plus de dégâts. Mais voici le dilemme suivant. Elle doit le cacher sous les draps, tandis que ses amis viennent voir comment il va. Tout cela ressemble à une scène typique de comédie, et effectivement, c'est un moment gênant. Akemitsu est obligé de se blottir près de Tsukuyo, de sorte que le jeune homme est pressé contre le corps sensuel de la femme. Il doit garder son calme pour ne pas être découvert. Il ne peut pas respirer en étant écrasé. Tsukuyo, ne sachant pas comment gérer la situation, essaie de faire tout son possible pour ne pas mettre davantage en évidence son lien étrange avec lui.
Pendant ce temps, les amis de Tsukuyo, inquiets pour son bien-être, commencent à lui demander quand elle reviendra au club de tir à l'arc, ce à quoi elle refuse catégoriquement. Tsukuyo, dans une tentative de changer de sujet, évite les questions, mais ses amis continuent d'insister et elle, sur le point d'exploser, ne sait pas comment s'en sortir. Après que ses amis soient partis, Akemitsu sort de sa cachette et lui demande au sujet de sa décision, et elle répond qu'elle est en vacances, prenant une pause. Mais, bien sûr, Akemitsu ne renonce pas si facilement. Il veut l'aider, trouver un moyen de la faire reprendre le tir à l'arc. Ce qui est curieux, c'est que dans sa tentative de la motiver, Tsukuyo finit par tomber sur lui. Ce qui crée une scène encore plus compromettante, mais cette fois, cela ressemble à quelque chose qui pourrait être sorti d'un film comique. Le pire arrive lorsque ses amis reviennent et tombent sur la scène, Akemitsu et Tsukuyo, dans une position inconfortable. Et ses amis, en voyant cela, ne peuvent que regarder avec un air de surprise et de confusion. C'est un spectacle auquel ils ne sont pas habitués et ils se sentent encore plus confus qu'avant. La tension monte, mais Tsukuyo, comme toujours, essaie de calmer la confusion. Malgré tout cela, Akemitsu continue avec son idée de soutenir Tsukuyo dans son retour au tir à l'arc. Un jour, Yusuki veut présenter la discipline aux nouveaux membres du temple comme une compétence à développer. Après la journée d'entraînement, Akemitsu est déterminé à faire en sorte que Tsukuyo reprenne l'entraînement et à l'aider. Tsukuyo se sent de plus en plus incertaine, car elle sait qu'elle n'est plus la même qu'avant. Après tout, le tir à l'arc n'est pas quelque chose qu'elle peut faire facilement en raison de ses engagements au temple. La conversation devient sérieuse lorsque Tsukuyo explique à Akemitsu que, bien qu'elle ait été une grande archère, elle a dû abandonner le sport parce qu'il lui était devenu impossible d'équilibrer tout ce que sa sœur faisait pour le temple. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas répondre à toutes les attentes que les gens ont d'elle, et cela lui cause beaucoup de anxiété. Akemitsu, voyant qu'il y a quelque chose de plus profond dans la décision de Tsukuyo, l'emmène de retour voir Yusuki pendant qu'elle pratique le tir à l'arc, mais ce qui semblait être un retour triomphal se transforme en désastre. Yusuki n'est plus l'archère habile qu'elle était autrefois. Tsukuyo, en voyant la situation, ne sait pas si elle doit rire ou pleurer, mais, pour une raison quelconque, elle se sent soulagée. Finalement, elle n'est pas la seule à avoir des problèmes avec le tir à l'arc. Yusuki, qui semblait si parfaite auparavant, révèle qu'elle lutte avec de nombreuses insécurités. Aussi, la surprise est encore plus grande lorsque, au milieu de toute la confusion, tout le monde révèle que Yusuki est un désastre avec le tir à l'arc, car elle rate sans cesse ses flèches. Et comme si cela ne suffisait pas, avec beaucoup d'autres choses aussi. C'est un moment comique, mais aussi une leçon d'humilité pour tous les impliqués. Kagura, la petite sans peur de dire ce qu'elle ressent, explique que l'excès d'amour que Tsukuyo a pour Yusuki l'a aveuglée à la réalité. Elle se rend compte qu'elle l'a surprotégé et n'a pas vu les défauts de son ami, ce qui l'a mené à une idéalisation sans fondement. Tsukuyo, en entendant cela, commence à se demander si elle voit vraiment les choses de manière objective. Ce qui est plus important, Yusuki, avec sa sincérité, lui dit qu'elle n'est pas stressée, qu'elle s'amuse chaque jour et qu'elle ne se soucie pas d'être la meilleure dans ce qu'elle fait, ni de ses responsabilités envers le temple. Point. Son message est clair. Tsukuyo doit être libre de choisir ce qu'elle veut faire dans la vie sans se soucier autant de ce que les autres attendent d'elle. Yusuki lui propose même de l'entraîner au tir à l'arc. Si jamais elle décide de reprendre l'activité, c'est un moment de véritable amitié et de soutien mutuel. Un peu plus tard, Tsukuyo décide de parler avec Akemitsu et en profite pour lui parler lorsqu'elle le trouve à la sortie de la salle de bain. Finalement, elle le remercie de son aide pour qu'elle reprenne le tir à l'arc. Cependant, quelque chose d'étrange se produit. Tsukuyo remarque qu'une marque est restée sur sa poitrine. Elle panique immédiatement. Comment assumer la responsabilité de ce geste? Elle ne veut pas que cela devienne un sujet de conversation, mais elle ne sait pas comment gérer la situation. En même temps, elle commence à plaisanter en tenant Akemitsu par le visage, disant qu'elle va l'embrasser pour régler sa dette. Mais au lieu d'un baiser, elle écrit un grand mot pervers sur son front, le laissant perplexe. Face à cette action, Tsukuyo se sent coupable, mais elle ne peut s'empêcher de rire du chaos qu'elle crée. Le lendemain, Tsukuyo retourne à son club de tir à l'arc et ses amis ne tardent pas à se moquer d'elle. Soudain, Akemitsu arrive pour lui apporter son déjeuner, qu'elle avait intentionnellement oublié chez elle, et elle, cherchant à éviter d'autres malentendus, lui précise qu'il n'est pas son petit ami, mais qu'il fait partie de sa famille. Ses amis, bien sûr, restent complètement confus. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Et cela laisse simplement Tsukuyo heureuse d'avoir un compagnon qui se soucie d'elle et de sa famille au temple. Courage est en transition se voyant aux portes du monde adulte.
Sa sœur du temple, Yusuki, lui a recommandé d'écrire un journal où elle exprime ses sentiments et consigne ses émotions. Ainsi, elle commence à comprendre et à lire chacun de ses ressentis. On voit la petite toujours accompagnée de son chat et comment un sentiment grandit envers Akemitsu et son arrivée. Un chevalier qui change tout au temple et ses habitants. Yusuki fait face à une crise inattendue lorsqu'en montant sur la balance, elle découvre que son poids a augmenté. Ce fait la déroute, elle décide donc de convoquer une réunion d'urgence avec les autres filles. Elle assure que la balance est maudite car elle affiche une valeur plus élevée que ce qu'elle attendait. Rapidement, les filles se rendent compte qu'elles souffrent toutes du même problème. Une prise de poids qui a commencé depuis l'arrivée d'Akemitsu au temple. Et elles concluent que cela doit être le résultat des délicieux repas qu'il cuisine. La situation devient de plus en plus difficile à gérer et les différentes options, donc une solution est envisagée, faire de l'exercice. La proposition la plus logique semble être de pratiquer le pilate, un exercice qui, en plus d'offrir une variété de forces en flexibilité et mouvement des muscles, épuise rapidement les filles. Cependant, elles se rendent vite compte que cela ne suffit pas pour résoudre le problème. C'est pourquoi une autre option émerge, suivre un régime strict. Cependant, il y a un grand obstacle. Elles ne peuvent pas permettre à Akemitsu de découvrir ce qu'elles font car elles ne veulent pas que leur amour pour la nourriture devienne un problème. Au milieu de ce dilemme, Kurage propose une solution encore plus extrême, échanger un membre de la famille contre la nourriture qu'Akemitsu leur offre. Avec cette idée en tête, Kurage suggère que Tsukuyo épouse Akemitsu car Yusuki est déjà fiancé. Tsukuyo, en entendant cela, répond à Kurage, en suggérant qu'elle-même épouse Akemitsu si elle aime tant la nourriture. Cette pensée ne semble jamais avoir traversé l'esprit de Kurage, mais en recevant la proposition, elle décide de se lancer à flirter avec Akemitsu sans hésitation. Au fur et à mesure que la situation se développe, Akemitsu prépare de délicieux desserts japonais qui deviennent une tentation irrésistible pour les filles. Personne ne peut résister à les goûter. Mais juste au moment où tout semble s'effondrer, la balance tombe en panne. Cela met fin à la tension croissante, ce qui représente un petit miracle pour toutes les personnes impliquées. Un autre jour, Akemitsu rencontre Yuzuki, qui le surprend en tenant une hache. Ne comprenant pas ce qui se passe, il craint que Yuzuki ne prévoie de l'exécuter. Alors, il essaie de calmer la situation. Il lui offre un repas avec toutes les choses que la jeune fille aime, mais Yuzuki ne réagit pas. Elle semble être contrariée, ce qui déroute Akemitsu. Il trouve ensuite Yuzuki, dans la cour du temple, assise sur ses jambes, qui lui demande de l'aide parce qu'elle ne sent pas ses membres. Kiki apparaît alors, expliquant que Yuzuki est en plein milieu d'un entraînement rigoureux pour devenir prêtresse. La surprise d'Akemitsu est grande, en apprenant que, parmi ses activités, Yuzuki doit aussi couper du bois. Ce n'était pas pour le tuer, mais comme partie de son entraînement. L'entraînement que Yuzuki suit implique, entre autres, le Teisu, un exercice où elle doit se prosterner pendant de longues heures, voire des jours. Yuzuki n'a pas réussi à terminer son entraînement, car elle n'a résisté que 2 heures sur les 2 jours prévus. De plus, elle doit être extrêmement silencieuse pendant qu'elle mange, une tâche qui semble être tout aussi difficile pour elle. Malgré tout cela, Akemitsu se sent motivé à l'accompagner dans le processus, pour obtenir lui aussi un meilleur contrôle de ses désirs charnels, ce qui n'est pas mal, mais il découvre avec surprise qu'il n'est pas destiné à être prêtre. Il semble qu'Akemitsu n'est rien de plus qu'un type qui vit sur les terrains du temple, et le processus de devenir prêtre ne lui correspond pas. En observant les efforts de Yuzuki, Akemitsu commence à se rendre compte de ses progrès. Malgré les obstacles, Yuzuki reste persévérante. Cependant, Kiki souligne qu'il y a encore beaucoup à améliorer. En général, un étudiant de Tokudo, la formation nécessaire pour devenir prêtre, devrait passer 1 an à s'entraîner, avant de pouvoir réaliser ce processus. Mais Yuzuki, malgré ses responsabilités scolaires, s'est fixé pour objectif de le compléter en 6 mois. Cela, évidemment, augmente la difficulté de son objectif, mais sa détermination semble sans limite. Malgré son emploi du temps chargé, Yuzuki poursuit son objectif. La situation prend un tournant inattendu lorsqu'Akemitsu et Miya s'impliquent également dans l'entraînement de Tokudo avec Yuzuki. Miya rappelle à Akemitsu qu'elle est sa compagne dans le voyage vers l'illumination, et ils veulent réaliser l'entraînement de Yuzuki. Bien qu'au début il soit quelque peu réticent, Akemitsu décide de se joindre au processus, peut-être pour être plus proche de Yuzuki. Cependant, le véritable tournant arrive lorsque Juan, qui semble avoir ses propres intérêts, apparaît au temple de sa fiancée. Bien qu'Akemitsu craigne que Juan cherche une opportunité pour se rapprocher de Yuzuki, la réalité est que Juan a un objectif différent.
Il demande à parcourir le temple et analyse la situation, qui est différente de ce qu'il pensait. Juan se présente avec une proposition sérieuse. Après avoir entendu que Yuzuki n'a pas encore terminé sa formation, Juan lui donne un ultimatum. Yuzuki doit devenir prêtresse en 3 mois ou l'engagement de sa famille avec elle sera annulé. Ce défi met en péril l'avenir de Yuzuki, car elle fait face à la pression de compléter un processus long et ardu en un temps très réduit. La nouvelle secoue tous les impliqués et la tension augmente considérablement. Ce qui semblait être une histoire simple d'entraînement et de dépassement personnel se complique avec l'intervention de Juan et ses conditions strictes. Désormais, Yuzuki doit non seulement équilibrer sa vie scolaire, mais aussi répondre aux attentes que sa famille et les autres ont d'elle. Sous un entraînement désigné par Kiki, pendant ce temps, Akemitsu, qui au départ voulait seulement aider Yuzuki, se retrouve impliqué dans une série de situations qui semblent déborder. Bien que la vie au temple reste un enchevêtrement de moments étranges et compliqués, les personnages commencent à se demander s'ils pourront surmonter tous les obstacles qui se présentent à eux. Le chemin vers la réalisation des rêves de Yuzuki est plein de difficultés, mais aussi de moments qui renforcent son caractère et sa détermination, où le défi de maintenir un foyer pour ses sœurs du temple est constant. Cependant, comme toujours, le temps sera le véritable juge de ce qui se passera, et chacun d'eux devra faire face aux décisions qu'il prend, et les défis qui surgissent à mesure qu'ils avancent dans ce processus, compliqué et plein de surprises. L'entraînement commence et Kiki pose une question inattendue au groupe. Elle veut savoir de quelle couleur sont les sous-vêtements qu'ils portent. Elle explique qu'ils doivent être blancs, car ils symbolisent la pureté. Cependant, aucun d'eux ne respecte cette exigence. Ainsi, ils finissent par ne pas en porter du tout. Akemitsu, Yuzuki et Mia. L'instruction continue avec la méditation, où ils doivent vider leur esprit et maintenir la concentration, ressentir la paix qui les entoure et la brise du vent. La tâche semble simple jusqu'à ce qu'Akemitsu commence à se distraire en entendant les sons émis par les filles. Ne remplissant pas leur mission, ils reçoivent une correction de la part de Kiki, ce qui le conduit à perdre sa concentration. L'activité suivante est la calligraphie. Comme Akemitsu a de l'expérience, Kiki lui assigne la tâche de former Yusuki. Cependant, en remarquant leur proximité, il renverse accidentellement de l'encre sur ses vêtements. Mia, voyant la situation, propose de le nettoyer. Mais cela ne fait que compliquer les choses, amenant Yuzuki à les séparer à coups pour la scène. Déterminés à poursuivre leur entraînement, le groupe sort chercher des sous-vêtements blancs pour éviter d'autres malentendus et se sentir à l'aise avec leurs compagnons. Plus tard, le groupe doit dormir ensemble comme partie de l'entraînement sur le sol. Cependant, les pensées d'Akemitsu le tourmentent, l'empêchant de trouver le sommeil. Dans un souvenir, Kiki discute avec Juan de la raison derrière la précipitation dans l'entraînement. Juan l'informe que dans 3 mois, il y aura une réunion de la secte au temple. Il explique que cette décision vient des hauts responsables et espère que l'engagement de Yuzuki ne sera pas vain. De retour à l'entraînement, les apprentis montrent des signes d'épuisement. Dans le cadre de la discipline, Kiki les envoie dans un sauna dans l'intention de renforcer leur résistance aux tentations. Cependant, la situation ne s'améliore pas et les pensées impures persistent. Étant dans un espace très restreint, ils ne peuvent éviter les frictions et la proximité. Ils essaient de se distraire avec des conversations triviales, mais Mia découvre quelque chose d'inattendu sur elle-même. Elle ressent une attirance pour la pomme d'Adam des hommes. Yusuki, de son côté, tente de dissimuler son inconfort, niant avoir des pensées mondaines, mais son visage rouge le trahit. Cependant, il ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie en voyant la relation entre Akemitsu et Mia. L'entraînement continue de progresser et la pression sur les apprentis augmente. Yusuki, malgré ses efforts, n'arrive toujours pas à se débarrasser complètement de ses doutes internes. Akemitsu, de son côté, s'efforce de suivre le rythme, mais son esprit lui joue des tours. Kiki, attentive à leur progrès, décide d'intensifier l'entraînement dans l'espoir de voir une évolution chez eux. Pendant ce temps, Juan continue de surveiller le processus. Espérant voir si la décision prise concernant la réunion de la secte sera judicieuse, Kiki décide de leur accorder une courte pause dans l'entraînement. La veille de Noël approche et cet événement provoque un sentiment de nostalgie chez Akemitsu. Il se souvient qu'à cette date, son père essayait de passer du temps avec toutes ses amantes, ce qui finissait toujours en chaos et en dispute. Cela lui a laissé un fort traumatisme. Il n'aime pas Noël. Pour l'encourager, Yusuki suggère qu'ils sortent ensemble ce jour-là et qu'ils choisissent un cadeau pour l'occasion. Pendant la promenade, Akemitsu semble profiter du moment. Plus tard, il visite une boutique de spécialités bouddhistes à la recherche de chapelets de prière nécessaires pour des cérémonies importantes, y compris son tokudo. La propriétaire de la boutique, Marie,
est une amie de Yusuki et leur propose quelques recommandations, y compris des chapelets destinés au mariage. En supposant qu'ils sont en couple, Yusuki est surpris par le malentendu, car l'ami assure n'avoir jamais vu Yusuki aussi bien habillé, et encore moins à la veille de Noël. Akemitsu, de son côté, trouve le cadeau qu'il cherchait et se sent reconnaissant envers Yusuki, pour avoir pensé à son bien-être, et pour rendre la fête joyeuse pour le garçon. En revenant au temple, les filles discutent de la façon dont l'année s'est déroulée et des changements qu'elles ont vécus. Elles commentent que, en plus de devenir plus attirantes, en changeant de leur façon de s'habiller à leur conversation, le plus grand changement a été l'arrivée d'Akemitsu. Elles se souviennent comment au début elles ont essayé de le chasser, mais maintenant aucune d'elles ne veut qu'il parte, soulignant l'importance de sa présence. Cependant, dans une autre partie du temple, Kagura observe la situation avec une perspective différente. Pour elle, Akemitsu reste une nuisance et elle est déterminée à se débarrasser de lui. La célébration de Noël commence dans le temple, un événement peu commun dans un lieu de pratique bouddhiste. Toutes les filles, y compris le sanctuaire, portent des tenues de Noël, leur bonnet rouge avec pompons blancs et leur cape rouge. En référence au costume du Père Noël et à ses reines, le dîner, un festin qu'Akemitsu a préparé avec beaucoup de soin, suivi de l'échange de cadeaux, se déroule de manière aléatoire. Ce qu'Akemitsu ne s'attendait pas. Se proposant comme cadeau, la même situation se produit pour Miya, car ils n'ont pas acheté de cadeau à échanger. Courage reçoit une paire de mitaines de Tsukuyo, tandis que Tsukuyo obtient une kokeshi de Yusuki, qui s'avère être un objet inhabituel. Yusuki, quant à lui, reçoit une lettre d'enregistrement de mariage de Kurage, un geste inattendu. Akemitsu, bien que surpris, observe comment les autres reçoivent également leurs cadeaux respectifs. Dans son cas, il avait envisagé de mettre en gage une partie de son propre corps pour obtenir de l'argent. Une idée extrême, mais révélatrice de sa situation financière. Plus tard, Kagura s'approche d'Akemitsu pour échanger des cadeaux. Dans un premier temps, elle lui offre en plaisantant un CD avec des photos de Miya, ce que Yusuki remarque et demande à le lui donner avec une certaine réticence, mais en réalité, elle lui remet un billet pour des sources thermales. Valable pour tous. Par la suite, Yusuki et Akemitsu font leur prière ensemble. Yusuki exprime sa gratitude pour la présence d'Akemitsu, se rappelant que personne au temple n'avait souri de cette manière, depuis que son père a abandonné la famille et que sa mère est partie pour le temple principal. Finalement, ils échangent des cadeaux de manière personnelle et découvrent, à leur surprise, qu'ils ont choisi les mêmes chapelets de prière recommandés par Marie, des chapelets de couple ou de démonstration d'affection pour l'autre personne. Cela les plonge dans un malaise. L'ambiance festive est interrompue lorsque Kiki fait irruption avec une nouvelle importante. La prochaine réunion de la secte comptera la présence de figures influentes, ce qui implique une inspection du temple. La restauration de la figure principale devient une priorité qui est précarieusement collée avec du ruban adhésif et défigurée. Mais le manque de fonds complique la situation. Cependant, avant de s'inquiéter du problème, le groupe décide de profiter du billet de Kagura et de se diriger vers les sources chaudes. L'ambiance détendue change lorsque Akemitsu reçoit une boisson de bienvenue sans savoir qu'elle contient un aphrodisiaque. Dans le bain, les jeunes filles admirent chacune de leurs caractéristiques, que ce soit leurs cheveux lâchés, comme les attributs de chacun, également avec des plaintes sur la grâce de certaines. Et ne pas savoir profiter de leur beauté, la situation devient encore plus compliquée en découvrant que c'est une zone mixte. En se rendant compte de son état, Akemitsu essaie de s'échapper discrètement, mais Kagura le détecte. Cependant, au lieu d'agir immédiatement, elle suggère aux autres que, si elles le trouvent en train d'espionner, elles devraient le punir physiquement. Mais aussi l'écouter avant de le juger, car la confiance entre les jeunes filles et le garçon a grandi et il a été accepté par les femmes. Ce commentaire fait qu'Akemitsu se sent coupable de ne pas leur avoir fait confiance. Malgré la confusion, il parvient à éviter de plus gros problèmes et le groupe retourne au temple, bien que Kagura et Miya décident de rester un peu plus longtemps. Elle oblige Akemitsu à rester dans les eaux thermales. Avec elle, jusqu'à ce que son corps élimine la boisson et sa réaction dans le corps du jeune homme. Plus tard, dans le bain, elle essaie de le séduire, mais il résiste de toutes ses forces, allant même jusqu'à se frapper lui-même pour garder le contrôle. Face à son échec, Kagura révèle qu'elle a été responsable de toutes les blagues dirigées contre lui et que son plan initial était de l'expulser du temple. Son insistance sur cet objectif est due au fait que sa présence interfère avec son intention de faire de Miya une figure d'influence dans le monde du divertissement érotique. Akemitsu ne comprend pas entièrement ces raisons, surtout lorsque Miya elle-même est contre cette idée. Kagura explique qu'elle vient d'une famille qui a servi celle de Miya dans l'ombre pendant des générations. Elle ne peut pas désobéir aux ordres qu'elle a reçus.
Bien que sa volonté ne soit pas complètement alignée avec elle et Akemitsu, c'est un obstacle qui empêche Mia d'atteindre l'objectif de sa famille. Akemitsu insiste sur le fait qu'il y a encore du temps pour que Kagura rejoigne Mia dans sa lutte pour un avenir différent. Face à cela, lorsqu'elle est surprise par Mia dans une scène où Kagura est nu sur Akemitsu, Kagura. Sans avertissement, elle endort Mia et Akemitsu, se réveillant attachés et nus. Akemitsu se retrouve face à une Kagura sombre, faisant une proposition. Un marché. Elle prendra en charge toutes ses dettes et couvrira les coûts de la réparation du temple s'il accepte de déménager. Pour Akemitsu, cette offre représente la solution la plus simple pour sauver le temple, mais elle implique aussi d'abandonner l'endroit et de laisser sa compagne de but. Et laisser Mia traîner la réputation de sa famille pour le reste de sa vie et tout ce qu'elle a construit. Maintenant, il doit prendre une décision, enfermé, nu et seul. Au temple, un Akemitsu aux côtés de ses compagnes Yusuki et Mia. Il partage la prière, mais de sa tête, il n'oublie pas la proposition de Kagura. La célébration du Nouvel An commence au temple avec la tâche traditionnelle de piler le mochi. Cependant, la manière dont Kurage le mentionne provoque un malaise chez Akemitsu, qui ne peut s'empêcher de devenir conscient de la situation. Akemitsu prend son tour avec Tsukuyo pour moudre le riz afin d'éviter que Kurage ne malinterprète la tâche, mais elle, au contraire, fait perdre à Akemitsu le contrôle de ses pensées. L'atmosphère s'intensifie lorsque les filles reviennent habillées en lapine, assurant que c'est une coutume légitime. Kagura mène la plaisanterie, faisant en sorte qu'Akemitsu, avec les filles, effectue le broyage. Une fois chacune, générant plus de farce autour de la préparation du mochi jusqu'à ce que Yusuki revienne et arrête tout avec une évidente irritation. Akemitsu confirma ses soupçons. Kagura a inventé les tâches avec les costumes et les situations inconfortables pour vraiment expulser le jeune homme du temple. Pour récupérer des forces et de l'énergie, Akemitsu prépare un dîner avec des délices, que les filles apprécient, à cause du froid qu'elles ont ressenti pendant la journée avec des tenues inadaptées au froid saisonnier. Cette nuit-là, Kiki se retrouve seule à l'extérieur de la maison. Elle parle à Akemitsu de la prochaine cérémonie, Tokudo de Yuzuki. Une fois qu'elle assumera la direction du temple, il devra décider s'il continue son chemin là-bas ou s'il part. Kiki souligne que Yuzuki serait plus heureuse s'il restait. En plus de mentionner qu'elle-même devra partir pour le temple de sa famille lorsque le changement de direction aura lieu. Pendant le Nouvel An, Akemitsu et les filles visitent le sanctuaire. Tsukuyo essaie d'attirer son attention pour qu'il complimente son kimono, mais il ne saisit pas la subtilité, jusqu'à ce qu'elle le lui fasse remarquer. Lorsqu'il finit par la complimenter, sa réaction de gêne le déroute. En essayant d'appliquer la même tactique avec les autres, il reçoit une leçon inattendue sur la façon de complimenter correctement une femme. Les compliments avec les filles suscitent différentes réactions, jusqu'à Yusuki Kakemitsu admire sans s'en rendre compte pour sa beauté sans effort. Yuzuki, voyant la joie de ses sœurs du temple, réaffirme sa décision de faire tout son possible pour être la leader du lieu, et Akemitsu se souvient de sa promesse de la soutenir sur ce chemin. Kagura se trouve au sanctuaire, réaffirmant son devoir de guider Mia vers son destin en tant que reine érotique. Souvenez-vous comment, en la rencontrant, Mia a défié les attentes familiales, compliquant sa tâche. Pour corriger son attitude, Kagura a suggéré de l'envoyer au Japon pour vivre dans un couvent, dans l'espoir que l'absence d'homme éveillerait en elle le désir que sa famille attendait. La proposition a été acceptée, mais en échange, Kagura a reçu l'ordre de coucher avec 100 hommes et d'envoyer des preuves de ses conquêtes tous les 3 jours. Pour accomplir cela, elle s'est déguisée et a fabriqué de fausses preuves. Tout a suivi son cours jusqu'à l'arrivée d'Akemitsu, dont la présence a encouragé Mia à résister à son destin. Akemitsu affrontait Kagura. Elle réaffirme que la meilleure solution est qu'il parte, mais il refuse. La question de savoir comment il paiera ses dettes reste en suspens, mais il a confiance qu'il trouvera une solution. De plus, il a fait une promesse à Yusuki et il compte la tenir. Kagura, apparemment satisfaite, change d'attitude lorsqu'Akemitsu mentionne qu'il doit également tenir sa parole envers Mia. Sa réaction révèle sa frustration, convaincu qu'il est amoureux de Yusuki, tandis que Mia nourrit des sentiments pour lui de manière unilatérale, ce qui pourrait la blesser profondément. Elle se moque d'Akemitsu pour agir comme s'il comprenait Mia, mais il répond par un rire inattendu. Kagura, furieuse, nie être contrariée bien que son attitude la trahisse. Akemitsu soutient qu'il ne la voit pas comme une traîtresse, car son souci pour Mia est sincère. Pour le faire taire, Kagura lui donne un coup de pied dans l'entrejambe avant de retourner avec le reste du groupe, où ils discutent des moyens de gagner de l'argent rapidement.
Mia a confiance que Kagura trouvera la meilleure solution, tandis que cette dernière continue simplement son travail. Akemitsu, déjà remis du coup de Kagura. Il se lève plein d'énergie pour se rendre compte que dans le temple se trouvent Mia et son agresseur. Kagura Mia, en mentionnant le nom de Kagura, remarque qu'Akemitsu se recroqueville de peur comme un traumatisme récent. Cette réaction la surprend, mais ce qui la déroute le plus, c'est sa propre conclusion que Kagura et Akemitsu doivent s'embrasser et réconcilier leur amitié. À ce moment-là, la situation prend une tournure étrange lorsque Kagura, en se rendant compte de la tension dans l'air, décide de dire un mensonge pieux, assurant qu'Akemitsu est un bon gars. Cette affirmation fait que les autres, les plus simples et innocents du groupe, pensent que tout va bien. Cependant, Mia, voyant cette opportunité, décide de fermer le cercle et de manière décidée, enferme les deux dans le cabanon avec l'intention de les forcer à s'embrasser. Tout semble sorti d'un scénario qui ne pourrait être décrit que comme quelque peu surréaliste. Kagura, en se rendant compte de la situation, commence à penser à comment elle pourrait séduire Akemitsu. Dans son esprit, le coup est clair. Dès qu'elle l'attaquera, ils seront tous deux expulsés du cabanon et la situation pourrait se terminer. Cependant, elle ne comptait pas sur le fait qu'Akemitsu garderait ses distances, résistant à ses tentatives de séduction. La frustration de Kagura grandit, et dans un accès d'irritation, elle décide de le frapper. C'est un acte impulsif. Une explosion de rage qui ne fait que compliquer encore plus la situation, déchaînant sa force contre la porte de l'entrepôt et les libérant de l'enfermement. Pendant ce temps, Kagura a un objectif clair, faire en sorte qu'Akemitsu tombe amoureux de Mia. L'idée est simple mais dangereuse. Si elle y parvient, Akemitsu retournera dans sa famille et Kagura pourra réaliser ses propres intérêts. C'est pourquoi elle décide de se rapprocher de lui et de devenir son amie, cherchant à manipuler la situation pour que tout se déroule selon son plan. Tout au long de ces événements, Tsukuyo, une observatrice attentive de tout ce qui se passe autour d'elle, commence à fantasmer sur l'idée d'embrasser Akemitsu. Elle fait un rêve où ils sont ensemble, mais en se réveillant, elle se rend compte qu'elle est en train d'enlacer Kagura. Ce geste oblige Kagura à la soudoyer, s'assurant que Tsukuyo garde secrète la honte qu'elle vient de vivre. Tsukuyo, inquiète, commence à remarquer que Mia se rapproche de plus en plus d'Akemitsu. La proximité entre eux ne passe pas inaperçue pendant qu'ils préparent le petit déjeuner, et Tsukuyo commence à se demander s'il y a quelque chose de plus entre eux qu'il n'y paraît à première vue. La curiosité la consume, et elle décide de prendre les choses en main. Un jour, Kagura leur montre une vidéo et Tsukuyo, sans trop réfléchir, est stupéfaite. L'image que la vidéo transmet est si suggestive que Tsukuyo commence à imaginer le pire. Dans la vidéo, il semble que Mia et Akemitsu soient dans une relation plus intime qu'elle ne l'avait supposé. Cependant, la vérité est que la vidéo montre un jeu de Twister dans le cabanon, rien à voir avec ce que Tsukuyo avait imaginé. Confuse et se sentant trahie, Tsukuyo décide de confronter Mia, l'emmène dans un endroit isolé et l'interroge sérieusement directement avec Kagura comme témoin, lui demandant si elle aime vraiment Akemitsu. Mia, avec calme, nie toutes sortes de sentiments romantiques, expliquant que sa relation avec lui est strictement celle de camarade d'entraînement. C'est quelque chose de logique, assure-t-elle, et donc cela ne devrait surprendre personne. Cependant, dans son esprit, Mia ne peut s'empêcher d'admettre qu'Akemitsu est sans aucun doute, le garçon le plus beau qu'elle ait rencontré. En fait, elle avoue qu'elle aimerait se marier avec lui, car il l'excite toujours, voulant passer le reste de sa vie aux côtés d'Akemitsu. Cette déclaration laisse Tsukuyo complètement stupéfaite, et l'atmosphère entre elles devient tendue, chargée d'émotions contradictoires. Avec une attitude quelque peu sévère, Tsukuyo décide de punir Mia pour avoir créé un tel imbroglio. Cependant, la honte s'empare de Tsukuyo lorsque Kagura fait une insinuation sur les sentiments de Tsukuyo envers Akemitsu, comme on pouvait s'y attendre. La blonde nie tout type d'affection envers lui, mais au fur et à mesure que la conversation avance, un tournant encore plus inattendu se produit. Mia, apparemment, se retrouve impliquée dans un jeu étrange d'esclavage, soumise par Kagura, ce qui laisse tous les présents perplexes. Kagura invite Akemitsu à se joindre à la torture de Mia. Kagura, pour une raison inexplicable, se retrouve avec la caméra de Kagura et, bien que Tsukuyo essaie de l'éviter, elle ne peut empêcher la petite Kagura de voir l'acte impie. Cependant, Kagura clarifie rapidement que tout cela fait partie d'un jeu auquel participent les personnes impliquées. Tsukuyo, plus embarrassée que jamais, tente
une fois de plus, de soudoyer Kagura pour qu'elle garde tout cela secret. Malgré ses efforts, la situation ne fait que devenir encore plus inconfortable. Cependant, une nouvelle urgence apparaît bientôt. Ils sont à court de riz et d'argent. La tension se dissipe un peu lorsque Yusuki, qui est chargé de cette tâche, décide de partir à la recherche de tribus. Non seulement il emmène Akemitsu et Mia avec lui, mais il s'engage également dans une conversation philosophique sur le destin et comment tout arrive pour une raison. Cependant, au fur et à mesure qu'ils vont de porte en porte en demandant du riz, ils se rendent vite compte que personne n'est disposé à les aider. Ceux qui les reçoivent se contentent de donner des excuses ou se moquent de leurs tentatives ridicules. Les tribus sont rares. La situation devient encore plus absurde lorsqu'à la fin de leur parcours, ils arrivent chez une dame blessée aux cheveux foncés et courts avec une béquille et la jambe plâtrée qui, néanmoins, a préparé ses tribus. Cette femme, connaissant Yusuki, se montre aimable et prête à aider. Pendant qu'ils conversent, elle commente que les enfants de Tsukuyo, la mère de Tsukuyo, ont toujours été près d'elle, aidant à la collecte des tribus. Les enfants de Tsukuyo ont toujours été près d'elle, aidant à la collecte des tribus. Personne n'osait défier Tsukuyo car elle était une figure d'autorité crainte mais respectée par tous. Personne ne sait pourquoi elle est partie, bien qu'il se murmure qu'elle est dans le temple principal, tandis que les jeunes filles essaient de divertir les enfants de la femme et d'emporter le riz avec eux. Finalement, la bande revient avec les tribus qu'ils ont collectées, bien qu'ils aient réussi à obtenir quelques barils de riz. Mitsu ne peut s'empêcher de se rappeler comment elle a rencontré Yusuki et la connexion étrange qu'ils partagent tous les deux. L'accident avec le sac de riz réfléchit sur le destin, pensant que tout ce qui arrive a une raison. Malgré ses désirs de l'aider, il se rend vite compte que Yusuki n'a besoin d'aucune aide. Elle parvient à transporter tous les barils de riz par elle-même, prouvant que, parfois, le destin peut être plus imprévisible qu'on ne l'imagine. Kiki a terminé l'entraînement du groupe, les a évalués et ils sont presque prêts, mais ils se retrouvent dans le dilemme de reconstruire le temple pour une partie de la cérémonie d'engagement de Yusuki. Les coûts de réparation de la statue principale sont très élevés et il n'a aucun moyen de récolter cet argent. Akemitsu est déterminé à aider Yusuki, mais il fait face à un grand obstacle. Il doit trouver un travail à temps partiel, ce qui semble être une tâche impossible. Car l'un des critères essentiels est d'avoir un contact téléphonique, et il n'a pas de téléphone portable personnel. Il ne veut pas devenir un fardeau pour le temple, et il sait que sa situation actuelle ne lui permet pas de demander des faveurs de manière constante. Ainsi, dans une tentative de résoudre le problème, il décide d'aller voir Yusuki en pensant qu'elle pourrait peut-être lui prêter son téléphone pour faciliter sa recherche d'emploi. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est ce qu'il trouve en arrivant. Dans la chambre de Yusuki, elle est habillée en costume de servante. Akemitsu ne peut s'empêcher d'être surpris par l'image qu'il a devant lui. Yusuki serait normalement sans réserve. Elle porte une tenue à laquelle elle n'est clairement pas habituée. S'il était plus impulsif, il pourrait céder à ses propres désirs à ce moment-là, mais il décide de se contrôler. Bien que son esprit commence à se remplir de pensées quelque peu perverses en raison de la posture suggestive de Yusuki et de ses vêtements très provocants, il essaie de se concentrer sur la situation réelle. Après un moment, il parvient à surmonter ses fantasmes et se concentre sur ce qu'il doit dire. Il explique sa situation à Yusuki. Il a besoin de trouver un travail à temps partiel, mais il n'a aucun moyen de le faire sans téléphone, et c'est pourquoi il lui demande gentiment de lui prêter le sien. Cependant, Yusuki, avec un ton décidé, refuse immédiatement. Au lieu de l'aider, il lui dit que le mieux pour lui serait de se concentrer sur l'entraînement plutôt que de se distraire en cherchant un travail, car il veut atteindre l'illumination et devenir moine. Ensuite, il ajoute quelque chose qui ressemble plutôt à une justification de son refus, en mentionnant que la charge de responsabilité qu'il a est suffisante pour qu'Akemitsu en assume une de plus. Cela le laisse pensif, mais il ne comprend toujours pas complètement pourquoi Yusuki refuse de l'aider. Il mentionne qu'il veut doubler ses heures de travail, malgré sa fatigue. Pour prouver qu'elle n'est pas fatiguée, elle défie Akemitsu de lui faire un massage relaxant sur le corps. Si elle s'endort, elle perd la discussion. Le jeune homme se retrouve dans la chambre de Yusuki, essayant de détendre la jeune fille et de gagner le pari. Pendant ce temps, dans le couloir de la maison, Tsukuyo entend tout le vacarme. Elle interrompt en trouvant Yusuki luttant contre le sommeil et la fatigue, et Akemitsu, énervé, lui propose un rendez-vous le lendemain. Tsukuyo rêve, à nouveau d'Akemitsu, du rendez-vous à une proposition de mariage et se réveille ainsi avec Kagura de nouveau dans sa chambre, embarrassé et incapable d'expliquer son rêve. Kaoshima, Tsukuyo, avec ses plus beaux vêtements.
attend Akemitsu à la porte du temple. Pour sortir, elle essaie de ne pas confondre ses actions, car peu à peu, elle développe des sentiments d'appréciation et d'importance. Mais Akemitsu voulait qu'elle l'accompagne pour acheter un téléphone portable. Et avoir un téléphone, Tsukuyo assume la mauvaise interprétation de ses pensées, mais le jeune homme l'apprécie beaucoup. Car elle est la première femme avec qui il va communiquer par téléphone. Une grande valeur pour le jeune homme, ce qui donne de l'espoir à la jeune fille. Yusuki pense qu'Akemitsu est contrariée parce qu'il n'a pas parlé avec elle depuis la nuit précédente. Elle envisage de s'excuser jusqu'à ce qu'elle le voie revenir heureux de son rendez-vous avec Tsukuyo. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait fuir. Le lendemain, Yusuki est très maladroite devant le jeune homme. Ce que Kiki remarque également. Quelque chose ne va pas et elle en parle à Akemitsu. Après un conseil important, Kagura mentionne que quelqu'un va quitter le temple, ce qui pousse Kiki à passer en mode surmultiplié pour essayer d'extorquer de l'argent pour le départ. Cependant, Yusuki a déjà congédié les personnes impliquées, qui voulaient changer l'emplacement de la tombe de leur famille en raison de l'inconfort du temple. Il refuse d'accepter de l'argent et, en remarquant la méfiance envers le temple, décide de redoubler d'efforts dans son travail. Malgré cela, Kiki l'informe qu'elle ne l'entraînera plus sans donner de raison claire. Yusuki essaie de maintenir une apparence joyeuse et heureuse pour s'assurer que tout va bien. Bientôt, l'attention se tourne vers Tsukuyo qui a le contact d'Akemitsu, ce qui provoque l'envie des autres jeunes filles. Pendant ce temps, Akemitsu supplie Kiki de reconsidérer sa décision, poursuivant sa maîtresse jusqu'à un café. Mais la conversation est interrompue par un appel à l'aide de Tsukuyo, informant que Yusuki a disparu alors que le jour est gris et pluvieux. Il est conclu qu'elle est tombée en dépression. Elle se souvient que sa mère a décidé de les déménager soudainement parce que le temple était perdu. Quand Yusuki a assuré qu'elle s'en occuperait, sa mère l'a ignoré car elle considérait qu'elle ne pouvait pas le sauver. Depuis lors, elle a essayé d'être la personne parfaite que sa mère attend, étant forte, responsable et ferme dans ses décisions. Akemitsu la trouve sous un pont, le même endroit où il avait été sans abri. Il comprend que Yusuki a essayé de se montrer forte, mais en réalité, elle est plus fragile qu'elle n'en a l'air. Il la serre fort dans ses bras, ce qui la fait réagir, car perdue dans ses souvenirs et ses pensées, elle s'était isolée sans parler à personne, restant seule sous le pont. Ensuite, Yusuki revient à elle dans son lit, se remettant d'une fièvre et de la fatigue, tandis qu'Akemitsu lui rappelle qu'elle lui avait dit de ne pas vivre seule. Bien qu'à un moment donné elle l'ait envisagé, elle l'a nié. Yusuki continue de se blâmer de ne pas être assez bonne, mais Akemitsu réfute ses pensées. Il lui assure qu'elle a fait beaucoup et que, comme il aime aussi le temple, il veut l'aider et s'impliquer dans sa vie. Yusuki se souvient alors pourquoi elle était restée là, parce qu'elle aimait le temple. Les autres filles entendent ses paroles et entrent dans la chambre. Elle la réprimande pour les avoir inquiétées et lui assure qu'elles veulent aussi aider car elles aiment tout le temple. Pour la punir, elle l'attaque avec des chatouilles et des câlins pour améliorer sa récupération. De plus, elle se moque d'elle parce qu'elle était la seule à ne pas avoir le contact d'Akemitsu. Ensuite, Yusuki parle avec Kiki et comprend la raison de sa décision. Elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu de vue ce qui était vraiment important et s'était trop préoccupée de l'opinion des autres. Elle décide de reprendre l'entraînement et Kiki accepte après s'être rétablie. Plus tard, Yusuki, maintenant rétablie, converse avec Akemitsu et l'informe qu'elle cessera de chercher des emplois à temps partiel pour se concentrer sur la demande de dons des fidèles dévots. Bien que ce soit une tâche plus difficile, elle considère qu'il est préférable à se sacrifier sans résultat. Ils s'engagent à protéger le temple ensemble. La routine revient à la normale, ce qui inclut Akemitsu, se retrouvant dans des situations compromettantes avec les filles, mais chacune avec sa personnalité. Cela marque les différences de traitement et de confiance avec le jeune homme, qui garantit de protéger, de prendre soin, et d'aider au temple tout en luttant contre les désirs mondains. Et il est encore loin d'avoir terminé pour devenir un moine qui atteint l'illumination. Et ainsi, entre malentendus, situations inattendues et moments qui mettent à l'épreuve sa détermination, Akemitsu découvre que la vie au temple Mikazuki n'est pas précisément le havre de paix qu'il imaginait, mais sera-t-il capable de résister aux tentations ou finira-t-il par céder à un destin qu'il a toujours essayé d'éviter? Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer plus de contenu.